Mardi 15 septembre 2020, la librairie Ombre Blanche recevait Bruno Remori à l'occasion de la publication de son ouvrage intitulé Rien pour demain aux éditions José Corti, lors d'un débat animé par Nicolas Vives. On va discuter du deuxième livre de Bruno Remori, pile un an après la sortie de son premier et très remarqué Monde horizontal. Donc, toujours publié aux éditions Corti. Rien pour demain, qui est sorti là, il y a juste quelques semaines. Moi, je suis très très heureux parce que l'année dernière, j'avais cédé la place à mon collègue Joël pour vous poser les questions. Et donc, je suis très très heureux de pouvoir le faire ce soir parce que avec Joël, on aime beaucoup les deux livres. Je suis presque plus content parce que j'ai plus d'affinité avec le Rien pour demain, parce que le thème du temps est quelque chose qui me travaille, moi, depuis mes années de philo. Et voilà. Et donc, vraiment, ça a été, je vis avec Rien pour demain. Alors, je l'ai lu une première fois au mois de juin, puis je l'ai relu en août, je l'ai relu encore ce week-end. Voilà. Et à chaque fois, le plaisir est renouvelé, et ce plaisir de savoir que c'est un livre qui nous prend par la main et qui est une invitation à prolonger par nous-mêmes les expériences et les récits amorcés et développés dans le livre. Donc le Monde horizontal était un livre qui partait de cet arc entre la grotte de Gargas et cette vision du monde close et verticale, pour nous amener aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, avec ce moment de peinture où Jackson Pollock descend la toile, décroche la toile du mur, peint au sol des grandes lignes horizontales et infinies, et de la même manière, Rien pour demain nous invite à ce parcours qui est parallèle avec la question du temps. Donc comment on est passé d'une vision, alors c'est dit, attendez, c'est non, une vision biblique finalement, cyclique et immuable d'une conception du temps, à ce moment qui correspond à celui des scientifiques du XXe siècle, de la théorie de la relativité, où on a appris que le monde était mobile, et il est dans la direction d'une flèche du temps de la même façon infinie et mobile. Je crois qu'on est d'accord sur le... Absolument. Voilà, c'est au moment des passages sur John Herschel, dont on parlera plus loin. Vous dites, ça y est, ce que nous appelons univers, qui n'avait jusque-là pour seule destinée que celle cyclique et immuable de la giration des astres, vient de s'inscrire au sein de la flèche du temps, celle qui va de l'origine à la fin des choses. L'éternité soudain vacille face à l'inconcevable idée de sa disparition. Voilà ce dont il est question, hein, de la finitude de notre monde. Et bon, alors, la première question qui vient, c'est est-ce que vous avez conçu les deux livres dès le départ comme un diptyque, comme vous m'aviez dit, un pendant l'un de l'autre? Est-ce que c'était ça le projet initial dès le moment d'écriture du Monde horizontal ou pas? À moitié seulement, c'est-à-dire qu'il y a en fait, Rien pour demain, il est né d'un premier second texte que j'ai écrit il y a 6 ans maintenant, qui était très touffu, trop complexe, dans lequel il y avait différentes dimensions, et que j'ai fini par scinder en deux. En fait, je travaille beaucoup par accumulation d'éléments et d'histoires et de personnages et de choses comme ça, et ensuite je vais à l'intérieur chercher les logiques. Mais le texte, il a pas un déroulement linéaire, enfin il a un déroulement linéaire, mais dans sa construction, il se fait de l'intérieur. Par exemple, dans Le Monde horizontal, le premier personnage sur lequel j'ai écrit, c'est Jackson Pollock, qui arrive seulement à la fin du livre. Et le travail, il se fait par l'intérieur, un peu... Le mot qui me vient à l'esprit, là, c'est l'idée de sourdre. C'est quelque chose qui remonte de l'intérieur, et ce qui fait que ce qui était au départ un travail sur le passé, d'une manière générale, le passé, j'en reparlerai, ça fera l'objet d'un livre futur,
Je vous fais du teasing, là. C'est devenu un livre sur, effectivement, la manière dont on pense la relation, dont l'homme pense, et l'évolution de la manière dont l'homme pense la relation au temps, et la vision, effectivement, d'un temps qui est pris dans un ordre du monde. L'ordre du monde, ça pourrait être une espèce de chapeau, en fait, entre le monde horizontal et rien pour demain, et même ce qui suivra, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du monde horizontal, ça m'avait frappé quand j'avais trouvé ça dans son journal, c'est ces mots que disait Diane Arbus quand elle avait 15 ou 16 ans, et elle disait elle-même qu'elle se demandait comment c'était possible, comment l'homme avait fait pour penser, les premiers hommes, pour penser des choses aussi simples que précisément le jour, la nuit, la naissance, la mort, le temps, les planètes, etc. Et qu'il fallait donner du sens à tout ça. Et finalement, mon travail, et qui va se continuer, c'est qu'est-ce qu'on peut donner comme sens à la question du temps. Et effectivement, comme vous le disiez, le point de rupture, en fait, c'est la manière dont on regarde les astres. En fait, on pourrait presque échafauder ou élaborer une théorie qui dit l'homme toujours a considéré sa relation au temps en fonction de sa relation ou de son regard porté sur les astres. À partir du moment où vous dites que la Terre n'est plus le centre de l'univers, mais qu'elle est un élément qui elle-même tourne à l'infini, votre vision de l'ordre des choses, ou de l'ordre du monde plutôt, elle ne peut qu'être totalement bousculée. Pardon. Et ça commence avec Copernic, Galilée, et ça va s'amplifier. La chose à laquelle vous faites... Peut-être c'est trop long, peut-être que vous avez... La chose à laquelle vous faites référence sur John Herschel. John Herschel, c'est un scientifique anglais, c'est un astronome, qui en 1837, merci, ouf. Heureusement qu'il y en a qui se rappellent des dates. C'est marqué. Oui, mais c'est vrai que j'ai que des dates en 7. Je devrais m'en rappeler. En 1837, Herschel voit, il est sur la montagne de la Table Mountain, à côté de la ville du Cap, dans le sud de l'Afrique. Et il voit une chose qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à s'expliquer, qui est une étoile qui grossit, et qui devient d'une étoile de magnitude 6 à une étoile de magnitude 1, c'est-à-dire la plus brillante des étoiles. Et en fait, il ne comprendra plus tard que ce qu'il est en train d'assister, c'est l'explosion d'une étoile, c'est-à-dire la mort d'un soleil. Et il y a au même moment, donc ça c'est mis en perspective dans le texte, au même moment, il y a un dialogue qui s'instaure entre lui et Edgar Poe. Edgar Poe n'est pas qu'un écrivain, c'est aussi un espèce de scientifique un peu fou, mais qui a écrit un livre dans les mêmes années qui s'appelle Eureka, dans lequel il critique. Il dit nommément, que John Herschel est prisonnier de ses convictions et de ses préjugés lorsqu'il pense que l'univers est immuable et stable. Et il dit non, l'univers n'est pas immuable et stable, et lui-même il projette une fin de l'univers. Et il l'a décrit dans ce livre Eureka. Il la met en scène dans le dialogue d'Eros et Charmion qui est cité abondamment dans le livre. Et en fait, c'est là quand même qu'il y a une scission qui s'oppose entre précisément un ordre de l'univers qui serait stable, immuable, éternel et infini, même si l'homme a cessé de penser qu'il en était complètement le centre et que la Terre s'est mise à tourner, à l'idée d'un monde qui est en train potentiellement de vivre un cours de l'histoire et un cours du temps qui va quelque part. Et donc il y a toute l'histoire effectivement on ne va pas dire invention du futur, ce serait beaucoup, mais en tout cas délinéation d'une trajectoire de laquelle aujourd'hui on ne peut plus sortir. Oui, on peut même avancer la date de ce changement. C'est Galilée, pourtant elle tourne. Voilà. Où là, vraiment, les choses s'amorcent. Alors ça met longtemps, parce qu'on comprend bien. En définitive, tout va se faire véritablement avec Eddington et les rapports Eddington et Einstein sur la théorie de la relativité, où là, on achève de comprendre différemment les choses. Mais avant, on va prolonger un petit peu ça, mais avant, j'avais une autre question par rapport justement au diptyque Monde horizontal, rien pour demain. Le livre est scrupuleusement construit de exactement de la même façon. Le même nombre de chapitres, enfin, voilà, c'est au-delà de la façon... Le même nombre de pages. Non, je ne suis même pas allé... À une page près, mais ça c'est des questions de mise en page, n'est-ce pas ma chère éditrice? On fait tout pour.
On fait tout pour. Voilà. Euh, Non, ceux qui me connaissent dans la salle le savent, je suis un frappadingue de la symétrie. J'adore la symétrie. Ça fait un peu psychopathe quand je le dis comme ça. non, mais parce que du coup, je me demandais comment vous construisez comment vient voilà, vous avez expliqué que Jackson Pollock était au départ en premier. Est-ce que vous fonctionnez par association d'idées, par creusement ou par correspondance? C'est-à-dire les choses en appellent une autre et où Alors il y a le côté marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Ouais. Effectivement, une chose en appelle une autre. C'est des logiques presque de lien hypertexte, en fait, qui font qu'on tombe d'une chose dans une autre. Après, il y a des fils conducteurs qui se retrouvent. Dans le monde horizontal, il ne vous aura pas échappé qu'il y a 3 dates, 1906, 1506, 1946, qui sont des fils conducteurs sur lesquels je tire. En fait, je crois que je pars du principe que quel que soit l'endroit d'où on part et quelles que soient les choses qu'on convoque, le sens sera le même. Dans mon parcours universitaire, il y a de l'anthropologie et il y a de la sémiologie. La sémiologie, typiquement, c'est ça. C'est autant l'anthropologie a un côté peut avoir un côté un peu totalisant, c'est-à-dire on prend la totalité d'un phénomène, on en analyse la totalité des expressions et on arrive sur un système relativement complet. La sémiologie fonctionne plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui part de l'indice et d'un indice, on trouve un autre indice, puis un autre indice, et c'est comme ça que le sens se construit. Fondamentalement, je pense que je suis pas mal resté comme ça, c'est-à-dire que au fond, peu importe, il n'y a pas de question d'exhaustivité. Et la plus belle preuve, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que sur le monde horizontal, par exemple, l'année dernière, un lecteur dans une rencontre, dans une librairie, m'a dit mais c'est incroyable parce que moi, ça m'a rappelé telle chose, et il m'a sorti 3 éléments qui étaient parfaitement raccords et qui auraient pu figurer dans le livre. Ils n'y figurent pas, mais ça n'est pas un manque puisque le sens reste le même et que précisément, l'intérêt, c'est que ça crée un dialogue entre le livre et le lecteur pour, j'allais dire, boucher les trous, mais on en parlera, mais en tout cas pour constituer le sens à partir des éléments qui sont donnés. Parce que vous êtes, les choses, elles se construisent aussi dans de façon hétérogène, c'est-à-dire que des éléments de mythologie vont venir éclairer des éléments scientifiques qui seront même éclairés par de la poésie. Voilà, c'est en ça que je parlais de système de correspondance. Mais je pense que ça part simplement d'une conviction alors très ancrée que quel que soit ce que la culture humaine a produit, et là pour le coup l'anthropologie a vraiment des choses à dire là-dessus, quel que soit ce que la culture humaine a produit, à partir du moment où c'est produit par la culture humaine, quelles que soient les formes, les expressions, il y a toujours des points de cohérence. Il y a toujours des liens entre tout ça. Je dois être un peu structuraliste sur les bords. Et finalement, qui est telle expression, telle autre, qu'un objet puisse répondre à un mythe, qui puisse répondre à une peinture, qui puisse répondre à la vie d'un personnage, tout ça est totalement logique. Enfin, le sens reste pour moi identique à chaque fois. D'accord. En fait, bon, j'avais une idée derrière mon mot de correspondance. Je voulais vous rappeler Baudelaire et le poème Correspondance. Vous vous souvenez, hein, la nature est un temple de vivants piliers. Alors je l'ai repris en entier parce que je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien, y compris dans l'anachronisme, vous allez voir. La nature est un temple de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles. Alors, on est bien parce que ça marche avec les références mythologiques et tout ça, qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et l'anachronisme est très beau, il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme des hauts-bois, verts comme des prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, mais c'est dans le dernier tercet, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Alors, que Baudelaire, ne sachant pas que l'univers est en expansion, arrive quand même à placer, parce que bon, c'est totalement anachronique, on est d'accord. Mais voilà, l'expansion des choses infinies, je trouve que ça tombait super bien. Ah mais bon, Baudelaire, s'il est dans mon cœur, c'est pas par hasard, hein, puisqu'il y a ça, il y a à la fois la fulgurance de l'image, de l'instantanéité de l'objet, de la chose qui passe, et puis il y a effectivement cette idée d'arriver à tricoter
des choses extrêmement universelles et génériques et très ancrées, à des choses d'une modernité foudroyante. Et il y a l'effet de collage, entre guillemets, ou d'agglomérat, ou de je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire cette idée qu'on enchaîne des choses les unes après les autres. Baudelaire, il fonctionne énormément, j'allais dire lui aussi, c'est d'une prétention insoutenable. Baudelaire fonctionne énormément, comme je m'efforce de le faire moi-même, par association d'idées et par une chose qui en amène à une autre et qui en amène à une autre. Et voilà, oui, ça marche très très bien, la question des correspondances. Après, comment dire, elles sont pas... je dois avoir de la chance, en fait. J'ai de la chance. Mais parce que les choses viennent à moi naturellement. C'est-à-dire qu'au moment où je sens qu'il manque quelque... Enfin, je sais pas, les éléments, les faits, les personnages, je pourrais citer 1000 anecdotes et évidemment, il n'y en a aucune que j'ai en tête, mais sur la manière dont, à un moment donné, un personnage, un fait, un lieu va arriver et comment, tout d'un coup, une très vieille lecture de... Pourquoi est-ce qu'à un moment, je me dis tiens, il faut que j'aille revoir l'histoire de la Reine Rouge dans Alice. Voilà. Et je vais revoir l'histoire de la Reine Rouge dans Alice et je me dis, mais c'est ça. Alors, voilà, typiquement, un exemple. Je suis dans ma voiture en train de faire Paris-Toulouse et en arrivant à Toulouse, il y a une émission sur France Culture qui parle de la chaire d'histoire de l'Afrique que vient de créer le Collège de France. Et le type est interviewé. Et il cite le discours de Dakar de Sarkozy. C'est-à-dire qu'il le cite, c'est-à-dire qu'on a un morceau du discours de Dakar de Sarkozy, puisqu'évidemment, par rapport à la question de l'histoire africaine, etc. Et je suis en train de conduire, et je me dis, c'est incroyable. C'est exactement... Bon, et je rentre à la maison, je vais sur Internet, je fais toutes les recherches qui vont bien, et ça donne les 3 pages sur le discours de Dakar. Mais pourquoi est-ce que ce jour-là, je suis en train d'écouter ça? Pourquoi c'est cette émission-là? Pourquoi j'ai allumé la radio à ce moment-là? J'en sais rien. Ça m'arrive tout le temps. C'est ça qu'on appelle la sérendipité, non? Ouais. Peut-être. Merci Fabien. Alors, il y a quand même quelque chose, je trouve, qui est différent dans le mode opératoire par rapport au précédent livre. C'est que le livre s'ouvre sur l'épisode de 14-18, avec comme personnage principal... les deux personnages, c'est le couple mère-fils, Jean de la ville de Miremont et sa mère. Et cette idée de la guerre, finalement, ne va pas quitter du tout le livre. J'ai l'impression que dans le monde horizontal, vous laissiez tomber plus facilement les personnages et vous en aviez fini plus vite. Là, j'ai l'impression que la prégnance de 14-18 et les conséquences de 14-18 et les personnages on les retrouve tout au long du livre. Il y a peut-être une dimension un peu plus romanesque. Alors, mais ça, c'est pas que je l'ai laissé tomber plus vite dans le premier, c'est que je me suis davantage autorisé à les garder dans le deuxième. Et là, il y a clairement, d'ailleurs, Fabienne Raffos, mon éditrice ici présente au premier rang, qui a lu les 2 versions du texte, c'est-à-dire la première version qui avait 2 ans, je crois, et qui datait d'avant la sortie du Monde horizontal, et la dernière, donc, qui est celle-ci. Ce qui s'est passé, c'est que quand même le Monde horizontal et l'accueil, et ça m'a quand même donné du courage. Voilà, c'est aussi bête que ça quand on travaille depuis des années dans un silence total et un désert assez absolu. Et ça m'a donné du courage de me dire, tu n'as pas forcément besoin... Le Monde horizontal, il a un appareil légèrement plus théorique, il est légèrement plus abstrait, même carrément plus abstrait parfois, et les personnages sont de simples illustrations pratiquement. C'est-à-dire que j'ai pas forcément toujours cherché à leur donner vie. Alors si, un peu plus, il y a des personnages comme Harry, comme Anna, ceux de la 3e partie, ou précisément au moment de la 3e partie, peut-être j'avais commencé à m'autoriser déjà davantage de liberté, et je me suis effectivement davantage autorisé de romanesque, entre guillemets. Donc Jean a vraiment existé, comme on sait. Sophie, non. Enfin, si, la mère de Jean de la ville de Miremont s'appelait Sophie. Voilà, c'est pour ça que le personnage s'appelle Sophie, mais après, rien n'est... et tous les autres personnages, Brenda, Valentin, Émile, Betty, etc., sont des personnages de fiction. Évidemment, comme tout personnage de fiction, ils ont une ossature interne qui a à voir avec des réalités diverses prises de gauche et de droite.
Mais effectivement, il y a beaucoup plus de narrativité dans celui-là. Oui, non. Oui, et peut-être aussi parce que je crois que le sujet lui-même, ou alors c'est moi qui me paraît, peut-être que c'est moi qui me l'autorise, mais il y avait quelque chose de très dramatique. Oui. Il commençait, d'ailleurs, comme Bertrand le disait, le livre commence vraiment dans la violence de la Première Guerre mondiale. Et peut-être que pour compenser cette dureté et cette implacabilité de la question du temps, il fallait donner de la tendresse et donner de la chair. Et donner de la tendresse et donner de la chair, ça pouvait passer que par les personnages. Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est bon, c'est pas anodin parce qu'on comprend bien que 14-18, c'est une véritable déchirure dans l'histoire en tout cas dans l'histoire de l'Occident. C'est peut-être aussi là le point de bascule qui rend possible la physique quantique et la théorie de la relativité. Enfin, on est arrivé au bout d'un monde et 14-18 vient là comme pour acter que le monde d'avant est achevé et tout est neuf ou veut l'être Mais après. d'ailleurs, on pourrait regarder 14-18 à la fois comme le commencement d'une cassure, mais aussi comme la consommation d'une cassure que la culture a déjà commencé. Quand on regarde précisément, c'est pour ça que je parle de Marinetti en 1909, de Dada, quand on regarde ce que la culture commence à produire déjà dès la fin du 19e siècle et au tout début du 20e, elle est déjà en train de parler de casser des choses. Et après, c'est la question entre l'événement et sa représentation. Est-ce que c'est l'événement qui crée la représentation ou est-ce que c'est la représentation qui crée l'événement? Bon, après, puis personne n'a de la réponse là-dessus, et puis je ne suis pas du tout philosophe, donc ça ne sera pas mon sujet, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi, justement, c'est peut-être aussi pour ça que je fais ces associations, ces combinaisons, ces rebonds d'une chose à l'autre, c'est de ne pas trancher ce point-là et de se dire, à un moment arrivent des choses. Je crois qu'il y a quand même il y a des fleuves dans l'histoire de l'humanité qui font que, par exemple, pour parler d'une actualité récente, est-ce que Donald Trump est un élément déclencheur ou est-ce que c'est juste le symptôme de quelque chose qui est là? Quand on parle du nazisme et du fascisme, on oublie de regarder les autres pays. Mais les totalitarismes d'extrême droite en germe, ils sont en fait dans tous les pays du monde à cette époque-là, pratiquement. Enfin, en tout cas, dans beaucoup de pays d'Europe et dans les États-Unis. Ils vont triompher à certains endroits et pas triompher à d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que le courant des choses... Mussolini n'aurait pas été là, le fascisme aurait été là aussi. Enfin, je suis assez persuadé, alors je suis peut-être très porté sur comment on appelle ça, très fataliste et très déterministe, mais je pense que les choses, elles sont appelées à être là. Et donc, pour revenir sur le début de la question, précisément, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'elles peuvent être à la fois dans la représentation de la culture et dans les faits, dans les événements que nous vivons. Et savoir, après, c'est la poule et l'œuf. Savoir lequel a fait quoi, lequel précède quoi, au fond, c'est pas forcément le sujet. Moi, j'avais l'impression que Mirmont et sa mère étaient là pour montrer aussi ce monde d'avant, parce que les pages sont assez pathétiques de Sophie qui perd son fils, hein, qui est on imagine, tel que vous la restituez, qu'elle était très fière de son poète de fils et que ce destin affreux balayé par la guerre, elle restera, elle, une femme du monde d'avant. Elle l'est dans la parade des choses aussi, dans ce qu'elle présente d'elle-même. Finalement, 14-18 a été aussi peut-être le premier moment de déshumanisation qui va marquer... Parce que c'est un des leitmotifs du livre aussi, que la modernité manque d'humanité. Oui, là, pour le coup, je n'ai pas la prétention d'avoir émis une idée très originale. Oui, moi, la phrase qui m'a hanté quand j'écrivais cette partie, c'est cette phrase que je restitue telle que, qui est une phrase qui est tirée d'un courrier de Poilu, qui dit « Tu n'imagines pas ce que l'homme peut faire à l'homme ». Oui. Et cette répétition de l'homme peut faire à l'homme est magnifique. C'est pas le méchant contre le gentil, c'est pas le barbare contre l'autre, c'est pas l'allemand contre le français. C'est ce que l'homme fait à l'homme. Et ça, c'est
dans son économie, cette phrase, elle est absolument bluffante, je trouve, et terrifiante en même temps. Parce que ce qu'il y a d'autre, juste conjointement en fait à 14-18, il y a l'épisode avec Valentin, qui est un jeune ouvrier des usines Renault. Alors là, c'est un passage qui est un des passages, je crois, les plus longs du livre. Long. Je fais presque un tiers du livre, ouais, tout seul, je crois. Où on suit le destin de Valentin, donc ouvrier tourneur, je crois, il est ouvrier tourneur. Oui, enfin, il va d'atelier en atelier, mais oui, c'est un... Dans les récentes usines Renault, où vous montrez comment la modernité aussi se charge bien de réduire l'humain à son état de machine, et aussi à commencer à déshumaniser les choses. Bah c'est marrant, l'autre jour je regardais, je crois sur Arte, c'était un documentaire justement sur les nouvelles technologies, les usages d'Internet et notamment les usages des réseaux sociaux, et il y avait des acteurs de ça qui disaient clairement que leur métier c'était d'acheter du temps, comment dire, que le vrai capital de ces réseaux c'était le temps humain qu'ils utilisaient, qu'ils consommaient. Et en fait, on pourrait le dire autrement en disant la modernité est une gigantesque machine à mettre sous tutelle le temps humain. Par le travail, au départ. Donc ça, je le montre assez rapidement depuis le XVIIIe siècle et toutes les règles du travail et de quantification du temps de travail. Mais aujourd'hui, et c'est ce qui est, je pense, d'autant plus terrifiant par rapport à... Je ne suis pas très optimiste, parenthèse. Par rapport à ce qu'on vit, c'est qu'aujourd'hui, la mise sous tutelle du temps inclut aussi notre temps de loisir. Quand le patron de TF1, quand il s'appelait Leguet, le fait, dit moi mon boulot c'est de vendre du temps de cerveau disponible, c'est exactement ça. Le temps de cerveau disponible, c'est une manière de mettre sous tutelle le temps de la vie humaine pour en faire une marchandise. Et cette idée qu'on marchandise le temps de la vie humaine aussi bien dans le point du travail qu'aujourd'hui, c'est quand même particulièrement terrifiant. C'est-à-dire que notre temps de loisir aujourd'hui est devenu un temps de consommateur et que ce temps de consommateur est un temps productif. Nous sommes toujours, à part quand on dort, et peut-être dans quelques autres circonstances un peu intimes de la vie quotidienne, nous sommes toujours en situation de production. Quand on regarde la télé, on est productif. Quand on regarde Instagram, quand on le regarde, c'est pas mon cas, mais on est productif. Quand on est tout le temps en situation de production parce qu'on est tout le temps en train de créer de la valeur. Et à un moment, la modernité a décidé que la valeur, elle allait se créer à partir du temps humain. Soit parce qu'il produit directement du travail, soit parce qu'il crée de la richesse en consommant du temps, des loisirs, etc. Et on pourrait presque, enfin, j'y pense là maintenant parce que je ne l'ai pas formulé comme ça avant, c'est l'avantage des premières lectures, on se met à penser des choses qu'on n'avait pas pensées, mais ça pourrait presque être la 4e de couverture de Rien pour demain. Parce que alors, bon, est-ce qu'on est toujours dans la modernité ou est-ce qu'on est passé dans la postmodernité, mais est-ce que c'est parce qu'on est dans une société du loisir aussi? Parce que la question du temps, telle que vous le dites là maintenant, elle n'est pas valable pour Valentin. Lui, c'est juste... oui, c'est ce qu'aura apporté l'après-Deuxième Guerre mondiale, effectivement. C'est que cette civilisation du loisir, mais ça n'est jamais qu'une autre forme... comment dire, il n'y a pas un avant et un après, c'est un nouveau territoire. C'est un territoire de plus. Le jour où on arrivera à nous brancher une puce dans le cerveau, puisque ça y est, on commence à faire des essais, et où on va utiliser notre énergie motrice pendant le sommeil. Ça deviendra ça aussi un mode de production. Moi, ce jour-là, je me fais sauter le caisson. Mais heureusement, je ne vivrai pas assez vieux pour voir ça. Enfin, j'espère. Ah ben, bon, j'avais noté de vous parler de la mélancolie qui est dans le livre. Bon, effectivement. On trouve un autre mot parce que là, on est... La mélancolie. Alors, parce que c'est un livre très mélancolique quand même. J'ai eu un très joli livre. Alors, mon directeur de thèse, à qui je rends hommage, qui s'appelle Yversan, c'est le spécialiste français. C'est un historien de la Renaissance et c'est le spécialiste français de la mélancolie. Il a écrit la grosse anthologie de la mélancolie qui est chez Robert Laffont et dans la collection bouquins, et il a notamment participé à cette très belle exposition avec Jean Clair sur la mélancolie au Grand Palais il y a une vingtaine d'années, qui est une exposition référence. Et
j'avais envoyé en service de presse le livre à Yves, qui m'a répondu très gentiment qu'il achetait, ce qui de sa part à lui est quand même un grand honneur, qu'il achetait ma définition qui était que la mélancolie n'était pas la contemplation de la destruction, Ouais, non, l'image de la destruction, mais oui, merci. C'est à propos de l'auteur des Dionysiaques, Nonos de Panopolis. Je l'ai pas cité parce que citer un personnage qui s'appelle Nonos, j'avais du mal, donc j'ai dit ce poète, j'ai dit l'auteur des Dionysiaques, mais Nonos, je n'y arrivais pas. Donc, Il y a des fois, on bug, hein, il y a des trucs, on peut pas y arriver. Au IVe siècle, en Égypte, et Bruno se met à l'imaginer en train d'écrire. Et donc on imagine une coupe de vin à côté de lui, un chat couché dans la lumière orangée, l'odeur du limon. J'ai pas pris le micro. L'odeur du limon se mêlant à celle du jasmin, il écrit des grands ibis dans le soir. Il laisse reposer sa tête au creux de la main, avec au front l'étrange mélancolie de qui contemple la finitude de toute chose. Car la mélancolie, disait-il, n'est pas l'accomplissement de la fin, mais la seule contemplation de sa possibilité même. C'est ça la position. C'est le... Ah, mais si. Il y a un tableau d'Andrea del Sarto qui représente. Comme non. Ça. Bon, c'est la position favorite d'Isabelle Adjani aussi. Le songe de Constantin. Le songe de Constantin. Ah oui, oui. Donc, absolument. il est comme ça. Oui. Arezzo. C'est Arezzo. Mais là, il dort. Il est un peu plus. Oui, un peu plus assoupi. Oui. Donc vision quand même donc, très mélancolique de toute cette histoire du temps, mais c'est quand même aussi une vision, on va dire, romantique des choses. Vous êtes quand même, j'ai l'impression, de fait, par votre mélancolie, un écrivain romantique. Ah. Alors, est-ce que vous pouvez me définir ce que vous entendez par romantique? Ben non, on a parlé déjà de Baudelaire, on a parlé bon. Ah, ce romantisme. Oui, ce romantisme. Oui, c'est plutôt oui, celui-là. Pavini, Musset, tout ça. Non. Ça, j'ai du mal. Ouais. Non, oui, je me doute bien. Goethe et tout ça. Oui, mais dans l'écriture, ça se sent. C'est pas comme ça. Oui, non. Alors, effectivement, ce romantisme-là, c'est-à-dire, je sais pas, on peut parler de deuxième romantisme frénétique. J'aimais bien l'idée de romantisme frénétique. Huysmans, Barbet, tous ces gens-là. Voilà. Alors eux, effectivement, même Nerval. Eux, ils sont, oui, Nerval, oui, absolument. Le Soleil noir de la mélancolie, le Desdicado, il y en a plein, il y a des bouts partout dedans. Mais effectivement, c'est ce moment où la littérature et d'une manière générale, je pense la culture voit que frontalement vont s'affronter les œuvres de l'esprit et la question précisément du quotidien moderne. De l'espace de la modernité. Baudelaire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le choc baudelairien, c'est comment je fais pour m'inscrire dans un héritage où, sous de grands chapiteaux, c'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes au milieu de l'azur, des vagues et des splendeurs, et de le confronter à la rue assourdissante autour de moi hurler, et d'arriver à confronter ces deux choses-là. Là, oui, cette vision-là du romantisme, je l'achète complètement. Après, je ne sais pas si je suis un auteur romantique ou si je suis un auteur fasciné par le romantisme. Non, c'était... Enfin, comment dire? Après, c'est des questions de matériaux. C'est-à-dire à quel endroit est-ce que j'ai une image un peu... À quel endroit est-ce que je m'ébroue? Je pensais à un veau dans l'herbe. Mais oui, c'est une question de prairie. À quel endroit est-ce que je vais brouter un moment? Et effectivement, là, j'ai regardé du Baudelaire. Il y a par exemple, je ne me rappelle plus du titre, ce poème de Baudelaire qui est très connu, où il voit les ruines de Paris. Et il voit un cygne qui marche dans les... En fait, il est dans les décombres des travaux du Louvre. Et Paris se transforme, et il parle du Paris qui n'est plus, et il voit ce cygne qui est en train de marcher dans les décombres. Et bon, il y a tout un truc sur justement le chant du cygne, une forme d'éternité, et en même temps la dimension moderne de ce Paris qui est en train de se transformer. Et ben, il était dans la première version, celle que tu n'as pas eue parce que j'avais enlevé des choses. Alors, il y a un personnage que j'aimerais sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête aussi, parce que c'est un personnage qui m'a troublé, qui je trouve
ne discorde pas, mais dénote par rapport aux autres. D'une part, parce que c'est. Alors, une fois qu'on a quitté. Provisoirement, on a quitté l'après-guerre, il y a un moment comme ça qui est une incise. On quitte l'Europe, on bascule aux États-Unis, ce qui sera le seul moment moment extra-européen, à part Herschel ou en Afrique du Sud, mais bon, c'est encore autre chose. Sinon, il y a l'impératrice aussi. Oui, non, mais on y vient après. Ah, vous me cassez mes épées. Pardon. Mais parce que c'est vraiment bon, c'est le personnage. Elle s'appelle Brenda, qui est une femme qu'on trouve donc dans les années 20 dans son boudoir en train de comment dire. Non, on est plutôt on est à la fin des années 50. On est fin des années 50 en plus. C'était pas. Elle est dans son beauty parlor. Le beauty parlor, oui, c'est vrai. Elle est chez le coiffeur et elle est en train de se regarder vieillir et elle n'aime pas ça. Mais parce que cette question du temps, je voulais marquer les deux dimensions du temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps universel et il y a le temps de la vie humaine. Ouais. Et on ne peut pas les superposer. Et il y a des personnages qui sont là pour parler du temps universel. Mais en fait, la plupart des personnages sont là pour montrer le rapport entre le temps universel et le temps de leur vie humaine à eux. Et Brenda, c'est une femme vieillissante qui se voit comme telle, qui en souffre. Et qui en souffre d'autant plus qu'elle est prise dans une époque, donc dans un temps, dans un macro-temps, on va dire, entre guillemets, qui est précisément celui dans lequel on est de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire une injonction à la jeunesse, à la beauté permanente, et puis surtout à la beauté instantanée, enfin à toutes ces choses-là. Et pour moi, c'était très important de montrer à quel point cette question de l'instant et cette question du c'est maintenant et ça ne sera plus jamais, elle était importante. Il y a une phrase très importante pour Brenda, qui est celle qui résume tout, c'est Brenda, sa vie s'est construite un peu sur une mythologie de son premier bal, le Waldorf Astoria, dans les années 30, où c'était son anniversaire, le tout New York était là. Enfin bon, c'est une socialite, hein, clairement, c'est une femme du monde. Et elle est très heureuse ce soir-là, elle est entourée, et elle se dit, ça y est, que c'est le début de sa vie, et que toute sa vie allait être, que c'était la promesse de quelque chose. Et donc, la phrase qui pour moi était très importante, c'est de dire que c'est pas la promesse de quelque chose, que c'était la chose en train de se passer, et que tout le reste ne serait plus qu'une répétition plus ou moins réussie de ce qu'elle vivait ce moment-là. Et cette idée que on se dise, on soit dans des promesses de jeunesse éternelle, et qu'en fait on ne refasse jamais que regarder derrière nous avec de plus en plus de difficultés au fur et à mesure que le temps passe, ça pour moi c'était très important de le montrer. J'ai beaucoup aimé Brenda. La première version de Brenda était plus cynique, elle était plus dure, elle était plus critique. Je suis un écrivain qui... Ah, c'est rare que je dise ça, tiens. On va s'autoriser à le dire. Donc je suis un écrivain qui pense sincèrement qu'il faut vraiment, vraiment aimer ces personnages, que sinon ça sert à rien. Et j'espère que ça se sent. Enfin, en tout cas, il y a des lecteurs qui me l'ont dit et ça me fait toujours très plaisir, c'est de dire qu'on sent qu'il y a de la tendresse, même pour les plus... Elle, c'est juste c'est une femme du monde entre deux âges qui s'ennuie dans son salon luxueux et dans son boudoir. Donc on pourrait la trouver pathétique. Et en fait, non, elle n'est pas. Elle est pathétique au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elle serre le cœur. Et je voulais pas qu'on puisse se moquer d'elle. Mais pourquoi pourquoi la déplacer de l'autre côté de l'Atlantique? D'abord parce que je voulais qu'on voyage un peu, Oui. parce qu'on voyageait beaucoup dans le monde horizontal et là on voyageait pas beaucoup. D'ailleurs, Fabienne, on en avait parlé, tu te souviens? Bon, je vais vous révéler un truc. Parce qu'on part toujours d'un bout. À un moment, je décris une photo de Brenda. En fait, Brenda existait. C'est drôle, c'est que tous les gens qui l'ont lu m'ont dit non mais Brenda c'est un personnage de fiction. Non, c'est pas un personnage de fiction en fait. Peut-être toi tu le sais même pas si tu le sais. Brenda, à un moment je décris, on a une photo de Brenda sur son lit
Elle a une étole de marabout blanc, à côté d'elle, il y a un fouillis, etc. En fait, cette photo existe vraiment. C'est une photo de Diane Arbus, d'une ex-reine de beauté qui s'appelle Brenda Frazier. Diane Arbus avait fait un sujet sur des ex-reines de beauté et cette femme qui a été une socialite new-yorkaise extrêmement importante. En fait, j'étais parti de cette photo et je me suis dit, bah, puisque j'ai cette photo, je vais remonter le fil à l'envers. Et j'ai refait la vie de Brenda à partir de cette photo. Et quelques éléments biographiques que j'ai pu trouver sur Internet. C'est pour ça qu'elle est américaine, c'est parce que Diane Arbus, parce que je suis parti de l'image. Mais ce serait intéressant aussi de faire une... Je vous file quand même, je vous file tous mes trucs là. Hein. Oui, non, on n'a pas fini. Ce serait intéressant justement de faire... Tu m'arrêtes si j'en dis trop, Fabienne. Non une lecture parallèle en fait du livre en ne se concentrant que sur les personnages féminins, qui serait aussi qui pourrait suffire sur le propos sur le temps, parce on passerait comme ça, on aurait une grande triade avec Sophie, non un peu plus, Sophie, Sophie, Betty. Brenda et Betty, et puis les pas au second plan, mais qui viennent renforcer les choses. Wendy, Blanche-Neige, l'impératrice Sixie, même le couple l'impératrice Sixie et Alice Roosevelt, qui sont un couple, enfin qui sont deux femmes. Oui. Et c'est une jolie idée qu'on puisse faire un parcours à partir des femmes. Oui. Après, il va même juste manquer le héros central du livre, quand même, qui est le pivot, qui pour moi donne la clé vraiment du livre. C'est tout le passage qui, pour moi, à un moment, mais totalement jubilatoire d'écriture, qui est Peter Pan et le Capitaine Crochet. Oui, mais il arrive à la fin. Oui, absolument. Donc, et puis, bon, on va y venir après sur Peter Pan, mais il est presque en dehors de l'histoire, lui. Puisqu'il refuse, c'est le personnage qui refuse le temps. Donc il vient comme un aboutissement des choses. Oui, puis c'est un personnage, c'est un personnage existant. Enfin, les autres sont des personnages. Enfin, non, pas tous. Et non, parce que non, mais bon, on en reparlera de Peter Pan, parce que non, on va rester sur les femmes, parce que finalement, quand on les prend toutes comme ça, comme mes livres, ils vont dans toutes les directions. Oui. Du coup, vous êtes obligé de. Il faut tenir tous les fils à la fois, c'est compliqué. Je suis désolé. On va y arriver. Je repense à ce petit écureuil. Parce qu'on parlait écureuil avant de venir là. Qui partait dans les directions. Bon, non, on reprend sur les femmes. Sophie est vraiment ce personnage du temps passé, du temps qui est passé. Brenda, bon, vous en avez parlé. Betty, qui est au contraire dans la puissance de l'instantané, dans le flux du monde. Et puis, il y a ce personnage. Alors, vous allez me dire comment vous l'avez trouvé, cette impératrice chinoise, qui est la dernière impératrice en activité avant qu'elle se fasse renverser pour la République chinoise. Donc la dernière vraiment de l'histoire de la Chine, qui a passé une bonne partie de sa vie à, elle, mettre au point le cérémonial et à l'immortaliser dans la photo. Parce que là aussi, vous pensez bien que je vais vous interroger sur la photo. Alors, dans la deuxième partie, elle commence avec William Herschel et l'explosion de cette étoile dont je parlais tout à l'heure, et elle se termine avec Sixie. Cette deuxième partie, dans ma tête, elle avait un titre. Je ne mets pas de titre dans les parties, mais elle s'appelait Effondrement, avec un S. C'est toutes les formes de la... Enfin, c'est un magnifique mot, effondrement, c'est-à-dire que tout s'effondre, tout disparaît. Sixie, elle était importante pour... Elle faisait un lien entre la question de la photographie, puisque Sixie est une des premières femmes en Chine qui se soit plus à ce point à se faire photographier elle-même. Elle me permettait de faire un lien entre la photographie et la question de l'effondrement, puisque c'est quand même un empire multiséculaire qui s'effondre avec elle, une dynastie multiséculaire qui s'effondre avec elle. Après, on pourrait se demander si Xi Jinping n'est pas un nouvel empereur de Chine, mais ça, c'est un autre sujet. Et elle permettait, je trouve et tout ce que j'ai pu raconter sur elle et trouver sur elle,
donnait parfaitement cette image de quelque chose qui est à la fois immuable et éternel, puisqu'elle est aussi vieille elle-même physiquement, sa dynastie, son pays, son empire, elle est aussi vieille que le monde. Et ça m'intéressait aussi de comparer les deux visions cycliques du temps. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait en Chine, c'est cette idée que j'avais fini par découvrir assez tard, que jusqu'à la fin de la dynastie impériale, on compte, le décompte du temps est circulaire en Chine, on compte les dynasties, donc on dit on est dans l'an-temps de telle dynastie, de telle, etc. Mais donc il n'y a pas de linéarité. Parce que l'empereur représente l'éternité. Voilà, l'empereur représente l'éternité, et chaque dynastie elle-même, c'est un peu comme des cycles solaires, en fait, ça tourne. Et la vision du temps, je suis allé pas mal de fois en Chine, et c'est vrai que la question du cercle est vraiment une question centrale, aussi bien dans la pensée, dans la langue, dans l'architecture, etc. Et ça m'intéressait de montrer comment ça s'effondre. Et le fait le plus important pour moi, par exemple, de l'impératrice Cixi, c'est une ligne dans le texte. C'est, à partir de 1924, la nouvelle République chinoise adopte le calendrier grégorien, linéaire. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que le véritable effondrement de la culture chinoise, c'est qu'on est passé d'un temps circulaire à un temps linéaire. Et pour ça, il a fallu que s'effondrent les impératrices, que soient profanés les tombeaux, que soit... J'adore la scène de la profanation du tombeau, mais j'ai adoré l'écrire aussi. Il y avait ça. Alors après, pourquoi est-ce que ça vient? Parce que je pourrais dire la même chose avec autre chose. J'aurais pu parler de l'Empire Maya, par exemple, et un décompte circulaire du temps qui, avec les conquistadors, va s'effondrer, et ainsi de suite. Et j'aurais pu parler d'une autre forme d'effondrement. D'ailleurs, ça y était dedans, et puis ça reviendra plus tard. Ça fait aussi partie des éléments qui me fascinent. Et ensuite, il s'est trouvé deux choses. C'est que quand j'avais 16 ans, j'ai emprunté à la bibliothèque du lycée de Pamiers, où je faisais mes études, une biographie de Cixi, que je me rappelle ne même pas avoir fini, mais parce que j'étais fasciné par la photo de couverture, celle que je décris, c'est-à-dire cette photo dans laquelle l'immuabilité est aussi bien physique que sémiologique, puisqu'elle est prise dans cet ensemble de décors et de signes que je décris dans le livre. Et elle est elle-même comme un Klimt, c'est-à-dire que tout est plan, tout n'est que motif, tout est saturé, et il y a juste son visage au centre, qui est lui-même comme une espèce de petite lune un peu effacée. Donc cette image m'avait fasciné. Et puis c'était une manière indirecte c'est un petit signe de la main vers les anneaux de Saturne de Sebald, où il y a... Alors les anneaux de Saturne... sont pour moi le plus grand livre de Sebald, qui est pour moi le plus grand écrivain de notre époque, même s'il est mort en 2000. Voilà, comme ça j'ai placé le truc. Il est sur la table d'ailleurs, il y sera. Vous direz deux mots, j'imagine, parce que comme ça, qu'on sache de quoi on parle. Et dans Les Anneaux de Saturne, il y a une scène absolument magnifique qui est très très différente de ce que je raconte moi, mais qui n'en reparle pas moins de la question de l'effondrement. C'est un livre éminemment mélancolique. Voilà, Saturne, c'est pas pour rien. Et voilà. Après, ça venait lier des fils à la fois de lecture aimée, de souvenirs d'images, de choses comme ça. Et puis ça tombe très bien parce que Cixi se soit fait photographier et non pas peinte, parce que moi j'avais aussi cette interrogation sur les rapports qu'entretiennent la peinture et la photographie. Et est-ce que est-ce que la photo n'est pas aussi ne prend pas la place de la peinture dans cette question du temps et de la figuration? Alors, en tout cas, la dimension élégiaque de la peinture, c'est clair qu'elle se transfère sur la photographie très vite, dès l'apparition du médium photographique. Ça, c'est... Bon, là-dessus, il y a un livre dont on a parlé d'ailleurs, qui est sur la photographie de Suzanne Sontag, c'est-à-dire sur la fonction élégiaque de la photographie. Mais c'est vrai que la photographie qui est censée enregistrer le présent, en fait, elle ne fait qu'accumuler du passé. Et c'est presque terrifiant d'ailleurs, c'est vertigineux. Une anecdote tout à fait personnelle, mais il se passe que mon frère aîné l'autre jour est allé dans le grenier et a récupéré toutes les photos de famille, et depuis il nous déverse des tombereaux de diapos de nous, les 5 enfants,
à l'E4, parce que c'était la plage familiale, à tous les âges, enfin bon, et jusqu'à des choses tout à fait récentes dans les années 80 et 90. Et les regarder est un abîme de nostalgie. Et ce qui normalement est censé être dans l'instant où il est consommé, c'est pour ça que je parle d'ailleurs à un moment de la frénésie d'images dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans l'instant où il est consommé, il est plutôt quelque chose qui a à voir avec la joie, le partage, tous ces machins d'Instagram, de Snapchat, etc., où on dit, regardez, voilà, je suis là, bonjour, hello, etc. En fait, en 2, 3 ans, 5 ans, ça y est, c'est désespérément mélancolique. T'as vu comme on était beau, ah mais tu te rappelles de ça, ah mais elle, qu'est-ce qu'elle est devenue. Enfin, regardez des photos du passé, mais du passé, encore une fois, 2 ans suffisent. Alors des photos des années 1850, on n'en parle même pas. Et est-ce que vous diriez que à partir du moment où la photo prend la place, la peinture se met à durer? Parce que finalement, vous parlez peu de peinture dans Rien pour demain, mais Monet, c'est quand même une façon de faire de la peinture qui se déploie aussi dans le temps. C'est-à-dire l'impression de... les nymphéas, on a l'impression que c'est une peinture qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui dure dans le temps aussi. Oui, ben c'est ce que je raconte d'ailleurs. C'est pour ça que je convoque Claude Monet. C'est pour montrer comment, aujourd'hui, la seule façon de résister au temps instantané, au temps frénétique, au temps directionnel, unidirectionnel, c'est précisément de travailler sur le temps, c'est-à-dire de le défaire par le travail. Donc il y a une littérature qui défait le temps. Bah tiens, là on pourrait parler de Proust, pour faire plaisir à la journaliste. Mais là, moi j'ai parlé de peinture et de photographie pour montrer une peinture et une photographie qui justement travaillent à construire du temps long et à défaire le temps. Mais la peinture avait, oui, effectivement, elle a plus cette fonction-là, mais c'est pas la peinture, comment dire, la photographie, c'est la photographie elle-même qui porte en elle sa mélancolie et sa dimension élégiaque. La peinture, c'est dans le processus, c'est dans la manière dont elle est faite qu'on a une relation au temps qui est différente. Parce qu'on peut avoir une peinture extrêmement instantanée qui est faite dans un laps de temps très court. Quand on pense à tout ce qui s'est fait dans les années 40-50, aussi bien Goutai au Japon que les Nuits bleues de Klein, que Hans Hartung, enfin toute cette peinture très immédiate, très de l'instant. Elle n'est pas là pour nous raconter une histoire de temps, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je la lis pas comme telle. C'est plutôt là le travail de l'artiste que l'objet fini. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, mais avant les impressionnistes, il y avait pas cette. Enfin, le peintre ne se posait pas la question, ou alors de façon symbolique à l'intérieur. Ce que vous dites sur Poussin, c'est-à-dire que Poussin arrive à représenter les choses. Ou alors on avait de la simultanéité, on avait les scènes qui se répétaient. Enfin, on avait une action chez Frangelico, chez je perds à chaque fois la flagellation du Christ. On sait qu'il y a... Mantegna ? Non. Oui, c'est le... Enfin, on sait que dans les fresques de cette époque-là, on avait les personnages on avait plusieurs plans dans la scène qui racontaient une histoire. Donc ça durait, je veux dire, mais pas de la même façon. Alors c'est drôle que vous me posiez la question parce que ça, j'ai failli en parler. Et puis je me suis dit que j'allais pas faire un cours d'histoire de l'art, que c'était pas mon sujet. Mais il se passe quand même un truc qui est que la peinture ancienne, en fait, effectivement, elle a une vision totalement distendue du temps. C'est-à-dire que soit carrément elle déplie le temps à l'intérieur du tableau. Donc effectivement, toutes ces fresques où on voit à la fois le personnage en train d'arriver, on voit sur le même tableau le saint qui rentre, le saint qui guérit et le saint qui est décapité. Voilà. C'est comme de la bande dessinée. Voilà. Il y a ça, il y a le tableau dans lequel l'instant est suspendu, il est arrêté. C'est l'instant d'avant. Là, au passage, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert ce texte magnifique de Quignard qui s'appelle Sur l'image qui manque à nos jours. Là, qui est, si vous vous intéressez à la question de l'image et de la relation entre l'image et le temps, lisez, c'est un tout petit truc, c'est une splendeur. D'ailleurs, il pourrait même lui aussi aller sur la table. Et en fait, ça c'est... je vais citer un ami à moi.
ce qui est intéressant justement, que c'est à peu près concomitant. C'est-à-dire que c'est au moment où Galilée dit et pourtant elle tourne que la peinture baroque et notamment avec le Caravage qui est la première. Le Caravage, il invente quoi en peinture? Il invente la question de l'instant. En fait, c'est que la vraie invention du Caravage, c'est ça. C'est que tout d'un coup, il montre la chose en train de se faire. Elle n'est pas sur le point de se faire, elle n'est pas faite dans une espèce de laps de temps très très étiré. Il montre un moment avec toute sa cruauté, sa crudité, etc. Et toute la peinture baroque, ensuite, le néoclassicisme reviendra en arrière, mais toute la peinture baroque qui annonce, ensuite, en fait, elle annonce la photographie, la peinture baroque, quelque part, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle invente cette chose-là. Mais et effectivement, c'est intéressant et stimulant que vous en parliez, parce que j'ai eu envie à un moment d'aller jusque-là, puis ça fait partie des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'écrit pas. Parce que, oui, ça c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est Hemingway qui disait ça, que la qualité d'un livre, c'est autant par les pages qui sont dedans que par les pages qui n'y sont plus et qu'on a jetées. Donc, comme je jette beaucoup et je retiens beaucoup de choses. Les trous. Alors, ce qui génère des trous dans le... Alors non, c'est pas les trous. Ça, on y viendra après si vous voulez. Les trous, c'est autre chose. Non, c'est juste, il y a des choses, simplement, à un moment, on se dit, tiens, je pourrais aussi parler de ça. De la même façon qu'il y a de l'arbitraire dans les... Je disais, bah tiens, j'ai parlé de Cixi et de l'effondrement de l'Empire chinois, mais j'aurais parfaitement pu parler de l'effondrement de l'Empire aztèque, et ma démonstration aurait été la même. Il se trouve que j'ai pris Cixi à cause de la photographie, enfin pour les raisons que je vous ai dites. Du temps de l'humanité, ça correspond mieux. Mais ça veut dire qu'à un moment, je décide aussi que je ne vais pas parler des Aztèques. Parce que la question des Aztèques, elle était dans la première version du livre, qui était trop touffue, trop compliquée, etc. Et il y a des choses, j'enlève aussi beaucoup de choses. Donc, à un moment, je me dis, par exemple, dans le monde horizontal, ça m'a demandé un travail de malade. Il y avait 10 pages absolument... Enfin, comment dire absolument? Je ne sais pas si c'était absolument quelque chose, mais en tout cas, il y avait 10 pages très importantes sur la question de l'élévation dans l'architecture gothique et sur Sugère, sur l'abbé Sugère. Bon. Et l'abbé Sugère était un des personnages du monde horizontal. Et je l'ai enlevé. Là, dans Rien pour demain, il y a 2 choses très importantes qui ont sauté. Il y avait toute une partie très très importante justement sur ce Paris en décomposition et le Paris de la modernité. Il y avait quelque chose sur Eugène Atget. Eugène Atget, il était parfait pour moi, parce que c'est un photographe parisien qui a travaillé sur la transformation de Paris dans les années 1860-1880. Il a beaucoup travaillé sur la pauvreté, les zones, etc. Il était mort à la bonne date, enfin tout collé. Et c'était avec Atget justement que je trouvais ce fameux poème de Baudelaire qui parlait de ce cygne qui marche dans les pierres, etc. Et toute cette partie-là, qui devait faire, je sais pas, 10-12 pages, je l'ai enlevée. Parce qu'elle n'apportait rien de plus. Elle devenait un peu circulaire par rapport à ce qui avait déjà été dit. Et qu'à un moment, il faut tenir une ligne. Donc voilà, il y a des choses que soit je décide à un moment de ne pas dire, et je me dis non, l'histoire de la question de l'invention de l'instant dans la peinture baroque, je ne vais pas y aller parce que ça va faire un peu d'honneur de leçon, prof, etc. Et de la même façon qu'il y a des choses que j'ai pu écrire et enlever à la fin quand je ne suis pas satisfait du résultat. Joël me faisait ce matin m'aiguiller sur une piste qui est assez, sur laquelle on peut rattacher ce que vous venez de dire. C'est, il me parlait, parce qu'il avait vu ça aussi dans Rien pour demain, de ce concept d'urbanisme qui s'appelle les chemins de désir. Vous voyez ce que c'est? Non. Vous savez? C'est un joli comme mot. Oui, mais vous allez voir, le concept est magnifique. C'est ce à quoi les architectes n'ont pas pensé dans le fonctionnement de l'urbain. C'est-à-dire, vous avez un carré, vous avez une sortie d'un bâtiment, un carré d'herbe, et au milieu, l'herbe qui est inexistante parce que les gens, au lieu de faire le tour, passent par le milieu. C'est ça qu'on appelle un chemin de désir. C'est voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Et votre livre aussi fonctionne comme ça. C'est-à-dire que alors, c'est vos chemins de désir à vous qui dictent finalement ce que les choix que vous opérez. Il y a une dimension spatiale, effectivement, dans la dimension, dans l'idée qu'on se promène et on passe d'un lieu, enfin plutôt d'un élément culturel à l'autre, que ce soit un personnage, une date, un fait, un peintre, une guerre, etc.
Et il y a effectivement un côté. Alors moi, c'est pas tout droit à travers le carré, c'est plutôt circonvolutif. Mais c'en est. Mais il y a ça, oui, absolument. Enfin, le chemin de désir, c'est ce à quoi l'architecte n'a pas pensé. Il a fait un angle droit, il a fait autre chose, mais pas précisément pas ce que le public utilise, quoi. La notion qui me revient assez souvent, c'est la question des cailloux blancs. En fait, je suis quelqu'un qui passe son temps à trouver des cailloux blancs et à les semer derrière moi. Côté petit poussé. Ça veut dire que quand vous commencez, vous n'avez pas vous savez pas où va aller le livre au final, non? Je sais pas. Mais en revanche, j'ai pas de mal à commencer parce que depuis le temps, j'ai accumulé tellement de masse de choses que je vais faire frémir mes éditeurs en disant oh là là mon Dieu. Mais je veux dire, commencer des livres, la masse de choses, elle est là. Bon, j'ai aussi 59 ans, donc un stock de mémoire, d'images, de lieux visités, de choses lues, qui est pas beaucoup moins grand que celui de beaucoup d'autres, mais qui a probablement l'avantage de l'affectif, parce que pour le coup, je me suis toujours promené que dans les endroits que j'aimais. Donc, du coup, tout ça, pour moi, comme dans le poème de Baudelaire, a un sens. Et ensuite, c'est du tricotage et de l'assemblage. Ouais. Mais effectivement, quand je tricote et quand j'assemble, je ne sais pas toujours où je vais. Si, je sais ce que je veux dire. Ouais. Quand je parle du monde horizontal, je sais qu'à l'arrivée, il va y avoir cette bascule. Et quand je suis dans Rien pour demain, je sais qu'à l'arrivée, il y a cette question de la linéarisation et de l'accélération du temps jusqu'au moment où il est totalement fragmenté en une série d'instants. Donc ça, je sais que je veux le dire, mais une fois que je sais absolument pas par où je vais passer. Mais ce matin, quand je suis arrivé de ma campagne, c'est pareil, je me suis trompé 2 fois. J'ai tourné à droite parce que c'était plus joli et j'ai finalement pris la route de la Crofalgarde alors que c'est 10 minutes plus long. Mais parce que je suis un promeneur. Vous auriez pu trouver quelque chose. La sérendipité aurait pu faire que. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est justement parce qu'à un moment j'ai fait un écart sur la route ou que je me suis promené ou que j'en sais rien. J'ai ouvert tel livre à tel moment. J'ai vu un truc à la télé, j'ai entendu un truc à la radio et paf, les choses se mettent comme ça. Et Peter Pan, il était placé à la fin comme ça dès le début là aussi, parce que c'est important qu'il arrive comme un aboutissement. Peter Pan, je crois qu'il a toujours été à la fin. Ouais. Ah, quoique dans la toute première version que tu n'as pas vue, celle qui était, il était plutôt au début. Il était en même temps que Herschel. Ah oui. Mais alors Peter Pan, il me fascine, mais il me fascine absolument. J'ai lu beaucoup de choses autour et sur J.M. Barrie et d'autres choses de J.M. Barrie, parce que c'est un bon auteur. Il a écrit d'autres choses très belles par rapport à. Notamment, il y a un livre sur sa mère qui est un très beau livre, très très beau. Mais Peter Pan, il y a quelque chose pour moi, c'est un geste fondateur de la manière dont aujourd'hui on se représente plein de choses, et pas que lié à la culture, puisque c'est une annonce pour mon éditrice, mais il revient dans le livre suivant, Peter Pan. On va le retrouver, ce garnement. J'ai l'impression que vous en faites vraiment l'instrument d'une mythologie contemporaine, Peter Pan. Enfin, alors, il faut passer, vous le dites bien, qu'il faut déniaiser le Peter Pan de Walt Disney. Ce n'est pas l'instrument d'une mythologie contemporaine, c'est une mythologie contemporaine. Oui, mais alors, mais comme vous êtes obligé d'en passer par le déniaisement, la dé-disneyification, parce que ça lui colle quand même pas mal au... Ouais, mais c'est assez rapide à faire, en fait. Oui. Il suffit de 2 mots, et puis il suffit de mettre en garde le lecteur, et c'est assez rapide. Mais c'est vrai qu'il y a des... Bon, après, effectivement, moi, encore une fois, je suis un bon anthropologue de formation que je suis, je collecte des récits et des mythes. Je sais pas, là, en ce moment, je m'intéresse à Empédocle. Bon, voilà, Empédocle, on est dans la plus haute antiquité, mais Empédocle, il me ramène lui aussi à Peter Pan. Étrangement. Ah oui. Alors que moi, je le voyais comme... c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Je veux dire que ce sont pour moi des textes, des faits culturels qui ont la même valeur et le même statut. Oui, ça, d'accord. Mais je le voyais plus, Peter Pan, prenant la place, en fait, de Chronos.
C'est-à-dire que Chronos est présent tout au long du livre, Ouais. sous différentes formes, parce qu'il apparaît sous le nom de Chronos, mais il apparaît aussi au travers de la peinture, sous d'autres noms aussi. Et en définitive, à la fin, dans ce moment d'hypermodernité qui est le nôtre, où vous avez besoin d'utiliser Peter Pan, parce qu'on est passé à quelque chose d'autre, le temps est passé à une autre acceptation, enfin une autre prégnance. Et du coup, Peter Pan vous sert comme un transfert du dieu. Mais Peter Pan, en fait, il me sert parce que la partie vraiment résolutive, entre guillemets, c'est la partie. Peut-être vous aviez prévu d'en parler après, mais c'est sur le Kairos. Oui, j'avais ça, oui. Parce que, alors, très brièvement, je ne vais pas vous faire un cours, parce que ce n'est pas le sujet, mais les Grecs avaient 3 personnifications du temps. Chronos, qui était le temps des cycles, des saisons, le temps de la vie humaine, le temps recommencé. Il y avait Aion, qui était le temps de l'éternité, le temps long, le temps immuable et le temps éternel. Et puis il y avait ce troisième qui est absolument génial et que les Grecs sont quand même assez géniaux, hein, il faut bien dire. Kairos, c'est l'instant. C'est l'instant et c'est l'opportunité. C'est ce qu'il faut saisir quand ça arrive. Et physiquement, ils sont décrits de la manière suivante. Chronos, c'est un vieillard barbu qui a des ailes, qui est toujours assis dans la position du mélancolique. Hein, ça fait partie de ses représentations. Et donc, vous verrez, pour ceux qui liront le livre, qu'à un moment, je fais un parallèle entre Chronos et le capitaine Crochet. Et ce qui fonctionne assez bien. Et en fait, alors, Aion, c'est un homme mûr. C'est un Apollon. C'est un homme dans la force de l'âge. Et c'est une espèce de beauté qui est une beauté éternelle. Et Kairos, comme par hasard, c'est un tout jeune homme, généralement représenté nu, quelquefois avec des ailes, et qui a une petite mèche de cheveux entortillés sur le dessus du crâne par lequel on l'attrape. En fait, c'est l'instant, c'est l'opportunité à saisir, le Kairos. C'est la chose qu'il faut attraper quand elle passe, un peu comme le pompon dans les manèges quand on était petit et on avait le droit de faire un tour. J'étais super doué à ça, je ne descendais jamais du manège, j'arrivais toujours à choper le pompon. Et le Kairos, c'est... sans qu'on en ait conscience, c'est devenu la représentation du temps sous laquelle aujourd'hui nous sommes totalement, à laquelle nous avons totalement rendu les armes. Nous sommes totalement inféodés au Kairos. Et donc c'est là où on fait un lien avec la conférence d'Eddington. Enfin bon, on ne va pas raconter tout le livre, mais sur la question de l'événement et du devenir. C'est-à-dire que l'idée que notre vie soit une succession d'événements. Je prends un exemple très simple, mais ce livre normalement devait paraître au mois de mai. Il a été reporté pour cause de ce que vous pouvez imaginer, de tout un tas de trucs, voilà, des incendies en Alabama. Et donc le texte a été fini fin février et rendu à la maison Corti. Et ensuite, il y a eu ce confinement. Non, fin janvier, j'ai rendu le texte. Ouais. Et ensuite, il y a eu le confinement. Et le confinement, c'était quoi qui était incroyable? Quand on lit tous les rapports, tout ce qu'on racontait, tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, tout ce que disaient les internautes, et on entend les oiseaux, et le truc, et l'air, et le machin, et le jour, et la nuit, et le temps, etc. C'était le retour de Chronos et la disparition de Kairos. C'était fini. Il n'y avait plus d'instant. On n'arrivait plus à l'attraper par les cheveux. On a même failli écrire une postface. Que j'ai faite d'ailleurs, on en a parlé, puis on s'est dit non, allez, on l'enlève parce que ça venait trop dater le livre par rapport à la pandémie, par rapport au moment où on vit, etc. Mais c'était vraiment, c'est ça qu'on a vécu. Et du coup, la postface, elle n'était pas intéressante parce qu'en fait, elle ne faisait que... Il y avait un côté un peu CQFD, il y avait un côté démonstration, preuve par neuf, ça apportait rien en fait au sujet. Mais là, on a la preuve par neuf. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant 2 mois, c'est que Kairos avait disparu. Et Kairos, c'est comme Peter Pan. En fait, Kairos, c'est drôle, hein, mais il est représenté comme un jeune homme qui vole en permanence autour de vous. Il faut l'attraper quand il est là. Peter Pan, il est pareil. Je ne sais pas si Berry avait une connaissance du personnage du Kairos, mais c'est là où, justement, la culture humaine, elle produit des choses qui sont incroyablement cohérentes. C'est que quand vous voyez comment un personnage de roman pour enfants anglais des années 1900, disneyifié par la suite, est exactement le duplicata d'une représentation mythologique grecque qu'on a à peu près oubliée aujourd'hui. Enfin, si, elle est très utilisée par les coachs d'entreprise.
Le Kairos, c'est devenu un instrument de coaching d'entreprise. C'est un peu triste, mais enfin bon. Là, moi, non seulement, enfin, ça me pose pas de questions, au contraire, ça me conforte. C'est-à-dire que c'est un caillou blanc qui s'est divisé en deux dans le temps. Et ça, c'est quand même assez. Je cite à un moment dans le livre l'idée de cette comptine, c'est-à-dire dans l'idée du cycle et du temps long. C'est quelque chose que j'ai vécu. À côté de chez moi, à la campagne, il y a une ferme dont les fermiers à l'époque, qui étaient vraiment, je vous parle du début des années 70, donc ils vivaient vraiment comme on avait toujours vécu, c'est-à-dire eux, ils étaient encore au 19e siècle, leur sol était en terre battue, ils n'avaient pas de salle de bain, les labours se faisaient comme ils se faisaient, enfin bon. Et un jour, je me souviens très bien entendre leur petite fille, qui était un peu plus jeune que moi, chanter une comptine en sautant à la corde. Et la comptine disait Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme. Et ça m'avait frappé, cette phrase. Je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, Orléans, si, quand même. J'avais 14 ans. Mais Beaugency, Notre-Dame de Cléry et Vendôme, à peine. Et je m'en suis rappelé justement quand j'ai fait le livre. Donc là, vous voyez, c'est comment les choses vous reviennent ou pas. Je suis évidemment allé faire des recherches. J'ai découvert que c'était le carillon de Vendôme. Mais déjà à l'époque, j'avais compris, c'est pour ça que ça m'avait frappé, j'avais compris que ces petites filles chantaient des paroles d'une chanson qui était évidemment bien plus vieille qu'elle, puisque Beaugency, Notre-Dame de Cléry, enfin, tout de suite, on est à la Renaissance, dont elles ignoraient totalement la signification, et qu'elles continuaient à répéter de manière immuable et séculaire. Aujourd'hui, évidemment, elles chanteront plutôt des trucs pris sur la télé ou sur Internet, et tout ça a quand même un peu disparu, mais c'était encore possible. Et en fait, c'est très connu, ça s'appelle le Carillon de Vendôme. Et c'est la chanson qui racontait ce que le pauvre roi Charles VI avait comme. C'est le moment où la France est devenue toute petite, où les Anglais possédaient la moitié de la France et les Bourguignons l'autre moitié, et que le royaume de France lui-même était réduit à Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme. Kairos, c'est aussi Betty. Alors, Betty. Alors dans le livre, il y a deux personnages. Il y a un personnage qui vient du temps d'avant, qui est Émile, qui est né dans une ferme, et à qui la guerre, parce que il arrive lui aussi avec les tranchées, la guerre lui aura légué un espèce de goût de la modernité, un désir d'aller de l'avant, etc. Et quelques temps plus tard, il habite à Paris et il rencontre Betty, qui est une jeune vendeuse de nouveautés, et qui, elle, est une fille qui aime la mode. En fait, elle a une marraine cinématographique qui est Clara Bow. Et Clara Bow, B-O-W, une actrice des années 20 qui avait un sex appeal absolument décoiffant. Une très très belle fille et qui est historiquement la première hit girl, puisqu'elle est devenue l'expression, vous savez, on dit c'est une hit girl parce qu'elle a joué dans un film qui s'appelait Hit en 1927. Et elle est devenue la première hit girl. Bref, je referme la parenthèse. J'avais besoin d'avoir des personnages. Je voulais quand même à un moment que certains s'en tirent mieux que d'autres. Et je voulais montrer quand même que dans cette modernité effarante, on pouvait aussi être heureux. Et Émile et Betty, pour lequel j'ai mis une immense affection, je crois que ça se voit à la lecture. Émile et Betty, c'est ceux qui arrivent précisément à se laisser porter avec bonheur sur le fleuve du temps. C'est ceux qui ne souffrent pas du temps. Ils n'en souffrent pas comme Valentin qui est broyé par la machine, comme Brenda qui est broyée par son propre vieillissement. Eux, ils sont paisibles et heureux parce que quand même, Dieu merci, il y a des gens qui surfent avec bonheur sur ça. Et Betty, elle était en plus intéressante à montrer dans cette période-là, les années 20, où il y a tout cet appareil qui se constitue. Et aussi, je trouvais que c'était intéressant de montrer un personnage féminin qui ne soit pas une victime, puisque aussi bien Brenda que Sophie, la mère de Jean, sont quand même pas très heureuses. Oui, non. qu'on puisse dire. Oui, finalement, c'est aussi des étapes pour qu'on se rapproche petit à petit de Peter Pan, parce que Peter Pan ne souffre pas non plus. Il n'a pas de mémoire en plus. Non, donc, il souffre d'autant moins qu'il n'a pas de mémoire, mais lui, en revanche, il n'est pas sympathique. Oui. C'est difficile d'aimer Peter Pan. C'est la mémoire qui fait souffrir, alors.
Non, c'est pas la mémoire. Enfin, la mémoire, ça peut être une souffrance. Enfin, la nostalgie, tout ça, c'est des choses très douces. Hein. Enfin, je sais pas, c'est pour tout le monde, en tout cas pour beaucoup. Non, ce qui fait souffrir, c'est l'absence de cœur. Et ce qui est terrible chez Peter Pan, c'est que c'est quand même le dernier mot du livre. Hein. Oui. Le dernier mot du livre, c'est, enfin, la dernière phrase, c'est et tout cela durera tant que les enfants seront innocents et sans cœur. C'est quand même terrifiant d'écrire ça. C'est un livre pour enfants. Et on vous dit, et il y a cette phrase très très belle de Virginia Woolf qui parle, alors, pour le coup, de Lewis Carroll, et qui dit le propre de Lewis Carroll, c'est de nous faire redevenir des enfants, mais pas justement dans le sens Disney. Donc c'est là où Woolf, elle est quand même géniale. Elle dit littéralement des enfants, c'est-à-dire brutaux, sans cœur, et à ce point émotif que la moindre contrariété voile complètement le monde dans l'ombre. Et en fait, elle décrit parfaitement Peter Pan. Et peut-être vous avez peut-être des questions à poser, parce que l'heure tourne, vous avez le masque, nous non, mais quand même. Si vous avez... Non. Vous n'êtes pas en train de vous étouffer, tout ça va? Non. Mes chères cousines? Ouais, j'en ai encore moins. Plus on avance, plus l'accélération du temps est importante et impitoyable. Et petit à petit, c'est aussi... j'ai l'impression qu'il y a un écart entre le début et la fin du livre sur notre propre perception du temps qui est beaucoup moins concrète. On est vers une abstraction du temps aussi dans notre... Plus la modernité avance, plus le temps est abstrait. Qu'est-ce que... Dans quel sens vous entendez ben, quand on était dans le monde fixe et immuable et cyclique, qui était aussi celui des saisons, il y avait une matérialité. Voilà, une matérialité, c'est ça, du temps qu'on a perdu aujourd'hui. Je veux dire, je trouve que c'est très très frappant dans les dernières pages quand vous nous assénez tous ces chiffres vertigineux du nombre de photos, du nombre de minutes, d'heures de vidéos sur YouTube. Enfin voilà, c'est absolument... On se dit, mais c'est pas possible. C'est très vérifié, ça. Oui, j'imagine bien que... J'avais ma calculette à côté de moi pour faire des additions. Et oui. Alors, moi, je parlerai pas d'abstraction qui a du contenu. Je parlerai de déréalisation. Par opposition justement à une matérialité. Mais effectivement, je regardais l'autre jour un témoignage assez intéressant du type qui est devenu très riche en inventant le scrolling. Donc ça veut dire que quand vous déroulez votre smartphone, mettons, j'en sais rien, Le Monde par exemple, vous regardez Le Monde, mais en fait, si vous faites pas gaffe, en fait, 2 heures après, ça se re-remplit. C'est comme le tonneau des Danaïdes en fait. Vous n'envoyez jamais le fond, ça se re-remplit au fur et à mesure. Alors, et vous avez ça avec... alors, je ne sais pas, je ne suis jamais allé sur Facebook, mais YouTube, vous avez ça, Instagram, vous avez ça. Enfin bon. Et il a inventé ça. Et il disait à une caméra qu'il s'était rendu compte qu'il avait inventé... Il est devenu très riche avec ça. Et il s'était rendu compte qu'il avait inventé un instrument absolument épouvantable. Il fait partie de ces repentis de la Silicon Valley. Et qu'aujourd'hui, il était en train de travailler au système inverse qui allait permettre, en téléchargeant soi-même une application sur son smartphone, de stopper le scrolling. On commence à parler maintenant de scrolling disease, qui serait un équivalent du mal des transports. C'est-à-dire qu'à force de faire du scrolling, vous avez des nausées, des vertiges, des maux de tête, exactement comme quand vous êtes en bateau. C'est quand même assez... Donc ça, typiquement, c'est une déréalisation totale du temps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout... On ne sait même plus d'ailleurs à quel niveau de temps on en est dans le... Il faut rentrer à chaque fois. Par exemple, si vous faites du scrolling sur Le Monde et vous tombez sur un article qui vous intéresse, ça ne va pas être évident de voir qu'il a été mis en ligne tel jour. Il faut vraiment rentrer dans l'article pour se dire où est-ce que j'en suis dans le fil d'actualité. Il y a quelque chose, alors j'ai pas voulu l'aborder trop parce que ça devenait aussi un peu moraliste, mais en fait, il y a l'idée que tout ça, c'est des flux. Je sais même pas si j'emploie le mot tel que, mais on est arrivé à des logiques totalement de flux. On a tous vécu ce moment où on a abandonné la musique physique pour la musique en streaming. C'est-à-dire d'abord, on a commencé par télécharger nos CD et c'est devenu des fichiers, iTunes, MP3 ou autres.
Donc déjà, bon, là, il y a une dématérialisation stricte au premier degré. Et ensuite, tout ça, c'est devenu des playlists. Puis tout ça, c'est devenu des radios. C'est quand même assez intéressant que Apple, qui au départ avait monté un outil de gestion de sa propre musique, l'a progressivement transformé en outil de proposition de ce qu'il pense être votre propre musique. Et dans une logique qui est complètement de streaming. C'est-à-dire que toutes les plateformes aujourd'hui, si on ne va pas chercher, d'elles-mêmes, elles vont proposer des choses avec des algorithmes qui sont plutôt bien faits. Donc effectivement, ça passe assez bien. Mais en fait, vous êtes dans un flux permanent. Et vous ne savez... C'est un flux qui n'a plus de début ni fin. J'ai rien contre le streaming, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est l'idée que... il n'y a plus aucune temporalité. Tout est totalement déréalisé dans cette histoire-là. C'est infini. C'est infini et ça n'est plus rythmé. Ça n'est plus scandé par rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de repères temporels. Enfin, c'est ce que... J'ai pas d'enfants, mais c'est ce que connaissent tous les parents qui ont des enfants adolescents. C'est à quel moment ça s'arrête, Internet, sauf à débrancher les fils. Enfin, pas l'Internet, mais l'usage. L'usage un peu effréné des portables et des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, contribue beaucoup à déréaliser la relation au temps, je pense. Et un des troisièmes thèmes qui pourrait faire l'objet d'un livre, est-ce que ça pourrait pas être l'argent? Parce que finalement... Oh que le thème est sale. Oui, l'argent pourrait être un thème. Il faudrait l'élargir à la question, d'une manière générale, de la dépense. Mais pour moi, ça a déjà été tellement magnifiquement fait par Georges Bataille, dont je suis un fervent admirateur. J'ai lu cet été, j'ai lu le procès de Gilles de Rais, et puis comme à la suite, sur le même recueil, il y avait Les larmes des roses, j'ai relu Les larmes des roses, et puis j'ai relu un bout de La part maudite. Et vraiment, tout ce qu'il raconte sur ça, sur la dépense, et sur la décomposition, enfin toutes ces analyses qu'il fait de tous les phénomènes ostentatoires, enfin tout ça, et toutes les relations à la mort et à la sexualité, à l'éros, à la perte, à la dépense, enfin c'est tellement admirablement fait que je ne pourrais que le paraphraser, je crois. En plus, il m'a un peu marqué. Donc, il y a une phrase absolument magnifique de Bataille, justement, sur ce sujet, qui pourrait faire un exergue, qui est que le luxe véritable, c'est celui qui fait de sa vie une splendeur infiniment ruinée. Je trouve que dans cette phrase-là, il y a absolument toute la pensée bataillienne de la splendeur, l'effondrement et la ruine, comme étant une espèce de cycle continu. Mais voilà, c'est fait. Et c'est tellement bien fait par lui. Mais on ne sait jamais. Vous venez de planter une petite graine, Nicolas. Il y a un écrivain italien, Giorgio Manganelli, ouais. qui commence une nouvelle dans les audios ultérieurs. On dit, j'habite une hallucination fastueusement décorée. Ouais, c'est joli. C'est une très belle... Alors, après, on s'arrête. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux. On revient sur Baudelaire. Non, je voulais finir sur la façon dont vous utilisez, enfin, la façon dont vous êtes extrêmement précis aussi et pas seulement dans les descriptions. Il n'y a jamais de flou. À aucun moment du livre, on est laissé dans le flou. Vous utilisez des détails avec beaucoup de précision. Les détails vestimentaires, les détails décoratifs. Voilà. Ça, est-ce que ça participe aussi de l'obsession qui serait un peu la même comme ça que celle de la ou ça peut être juste un plaisir de... Alors, d'abord, il y a un plaisir, c'est des plaisir d'écrire. Mais aussi, c'est des ancrages. Hein. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si j'ai bossé dans la mode et c'est qu'à un moment, je sais que toutes ces choses-là parlent de... Ouais. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus intéressant d'essayer d'évoquer la personnalité de Sophie en décrivant des vêtements qu'en décrivant une psychologie. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser le vêtement et le décor comme une métaphore, presque une paraphrase de la personne que j'essaye d'évoquer. Donc
ça a une importance, effectivement. Bon, après, moi, il y a un goût du vêtement, c'est-à-dire qu'il y a un goût des... Il y a une phrase là où je parle de mantelets, de fraises et de pourpoints. Enfin bon, j'adore ce vocabulaire-là aussi. Il y a aussi un goût du vocabulaire qui peut être... par exemple, j'ai adoré écrire dans la partie sur Herschel tous les noms d'étoiles, Aldébaran, Bételgeuse. Enfin, c'est d'une poésie infinie, ces noms-là, et il suffit juste de les prendre parce qu'ils sont là. Enfin, ils sont dans les atlas, ils sont... Et c'est vrai que c'est aussi une manière de courtiser le langage sans employer des mots pédants, mais en trouvant des mots qui vont... On se dit, bah tiens, si le mot est là, c'est que l'objet n'est pas là par hasard, et c'est donc qu'il me dit quelque chose de ce personnage-là. Quand je dis que Betty, elle porte sous le bras une pochette en cuir glacé, je ne sais pas pourquoi, mais ce cuir, il doit être glacé, parce que c'est son caractère à elle, parce que c'est une pochette qu'elle porte sous le bras, et c'est pas juste un sac comme ça, et que c'est ce côté net, lisse, brillant, qui est pour moi sa personne, enfin la manière dont elle est. Donc oui, les détails vestimentaires et d'objets ont beaucoup d'importance, parce qu'encore une fois, ils disent beaucoup de choses de nous, d'une manière générale. Oui, puis ça crée des images qui se placent immédiatement aussi dans une temporalité. Voilà, c'est aussi une très bonne manière. Souvent, quand je veux pas donner une date, bah, il suffit que je dise redingote au lieu de... Il suffit que je dise redingote, voilà, ça suffit. On a compris. Bon, même si la redingote a duré un siècle et demi, mais grosso modo, on a compris. On voit à peu près. Bon, merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre avec l'auteur Bruno Remori lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 15 septembre 2020 pour la présentation de son ouvrage Rien pour demain aux éditions José Corti.